Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire du XXe siècle. Mémoire du XXe siècle. Dernière parution. Loïc Mansancal, Robert Monguillot ou la vie d'un Sauternais requis en Allemagne nazie, 1942 à 1945, 2020. Marie-Christine Lachesse, Albert Caralp, Journal d'un Parisien pendant la Grande Guerre, 2020. Georgi Swistounoff, un capitaine oublié. Jacques Germain, Légion étrangère. Récit 2019. Abdou El Fassi, Mémoire du colonel Abdou El Fassi, Retour vers l'Anvers 2019. Gaston Rabot, volontaire calédonien du bataillon du Pacifique. Journal de guerre, mai 1941 au janvier 1944, 2019. Robert Dael, au Stalag Ixa. Texte et correspondance du représentant des Français prisonniers, protecteur et ami d'Althusser, 1939 à 1945, présenté et annoté par Serge Dael, 2019. Maria Parizeau, Vivre à Saint-Mihiel pendant la Grande Guerre 1914 à 1918, 2019. Philippe Klein, Le Collège Notre-Dame des Glaciers du Père Vigoureux de Kermorvan. 1941 à 1944, 2019. Frank Testard, L'engagement militaire de Jean Appleton. Des Dardanelles au Bureau spécial franco-américain, 1915 à 1918, 2019. Jacques Coudray, Journal du temps de guerre de François-Xavier Laubry, Lazariste. Serviteur de l'Église et de la patrie sur le front d'Orient, 1914 à 1919. Analyse et commentaires, 2018. Didier Michon, du Barcarès aux Ardennes, correspondance entre un engagé volontaire et sa fiancée durant la drôle de guerre, juillet 1939 au décembre 1940, 2018. Yves-Michel Langlois, Les Langlois. Une famille au service de la France du Second Empire à la Ve République, 2018. Michel Maldonado, Moi Henri Bourguignon, soldat ordinaire de 14 à 18, 2018. Georgi Swistounoff, pilote de combat au service de la France, Mémoire et souvenirs de Gérard Germain 2018. Dédicace. Pour René. Pour Raymonde. Pour Anne et Vincent. Afin qu'à leur tour ils transmettent cette histoire tourmentée, et que les générations nouvelles la connaissent et s'en souviennent. Exergue. Nous n'avons pas le verbe haut et nos cœurs sont humbles. Notre culte du souvenir comme celui de nos morts est discret, intérieur, à l'image de la douleur contenue. Il faut être de notre sol pour comprendre ce que cachent nos fronts taciturnes. Émile Lausson, déporté mosellan, ami de mes parents, Maria et Octave Lang. Extrait de Résistance et déportation à Longeville-les-Saint-Avold 1940 à 1945. Introduction, en passant par la Lorraine. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Rencontrai 3 capitaines avec mes sabots d'ondaine. Oh oh oh. Avec mes sabots. Chanson populaire. Au cours des siècles, on est souvent passé par la Lorraine, généralement avec des intentions belliqueuses. Je ne prétends pas écrire un ouvrage historique sur les événements douloureux qui, au XXe siècle encore, ont frappé ma région natale avec une dureté particulière, mais plutôt porter un témoignage, raconter une histoire dans l'histoire. Celle de ma famille me paraît exemplaire des souffrances endurées par les Mosellans sous le joug nazi, malgré un héritage culturel et linguistique souvent commun avec l'Allemagne, ou peut-être justement à cause de celui-ci. Il me faut cependant tracer à grands traits le cadre historique de mon récit, afin de lever certaines ambiguïtés. La première concerne l'Alsace-Lorraine. Même englobée dans une région plus vaste qui peina à trouver son nom, la Lorraine gardera une identité culturelle dont il faut chercher les racines dans son passé. Peuplée dès l'âge du fer, à l'époque de la paix gallo-romaine, ces 3 cités les plus importantes sont Metz, Divodorum Mediomatricorium, Verdun, Veradonum et Toul, Tolum qui deviendront les 3 évêchés. Au VIe siècle, à la mort de Clovis, Reims puis Metz sont les capitales d'un royaume franc, le royaume d'Austrasie, royaume de l'Est, dissous en 751 avec la disparition des Mérovingiens. Après le règne de Charlemagne, le traité de Verdun, en 843, aboutit au partage de l'Empire carolingien.
Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, Louis le Germanique, la Francie orientale et Lothaire Ier la Francie médiane, Francia Media, un territoire très allongé qui s'étend de Rome à Aix-la-Chapelle. À sa mort, ces États sont partagés entre ses 3 fils. À Lothaire II est attribuée la Lotharingie, avec comme capitale Aix-la-Chapelle, aujourd'hui en Allemagne. Ses frères héritent des royaumes d'Italie et de Provence. Notre Lorraine, en allemand, Lothringen, est donc le vestige de ce royaume créé pour Lothaire II, arrière-petit-fils de Charlemagne. À la disparition de Lothaire II, disputée entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, déjà, elle est attribuée, en 880, au Saint-Empire romain germanique. Voisine du royaume de France, la Lorraine est dès cette époque partagée par une frontière linguistique entre domaine roman et domaine germanique. Dès lors, elle bénéficie d'une double influence culturelle, mais est aussi l'objet de convoitises de la part des puissances rivales qui l'entourent. En 959, la Lotharingie est partagée en 2 duchés, l'un, la Basse-Lotharingie, correspondant approximativement à la Belgique et aux Pays-Bas actuels, l'autre, la Haute-Lotharingie, à la Lorraine que nous connaissons. À partir de 1047, le duché de Lorraine est gouverné par une dynastie qui perdurera pendant plus de 3 siècles. Un autre puissant voisin, le duché de Bourgogne, aimerait s'en emparer, et Charles le Téméraire meurt en 1477 en tentant de conquérir Nancy. Du côté du royaume de France, dès 1552 Henri II occupe les 3 évêchés. Ils seront réunis officiellement à la couronne en 1648, lorsque le traité de Westphalie met fin à la guerre de 30 ans qui a cruellement ravagé la Lorraine et fait perdre à l'Alsace plus de la moitié de ses habitants. Le duché de Lorraine est plusieurs fois occupé, terme employé par les historiens sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, et retrouve une indépendance toute relative lorsque Stanislas Leszczynski, futur beau-père de Louis XV, devient duc de Lorraine et de Bar à titre viager. L'indépendance de fait des 3 villes épiscopales ayant justifié la création d'une capitale ducale, Nancy, celle-ci connaît alors un apogée dans les domaines culturels et artistiques. Mais la réalité du pouvoir est détenue par l'homme de Louis XV, l'intendant Chaumont de la Galésière, qui remplace les administrateurs lorrains par des administrateurs français, impose l'usage unique de la langue française dans les actes de justice et envoie les récalcitrants aux galères royales. Le 23 février 1766, au terme d'une existence des plus mouvementées, le roi déchu de Pologne meurt après d'atroces souffrances des suites de ses brûlures. Sa robe de chambre avait pris feu alors qu'il était tombé près de sa cheminée dans son château de Lunéville. Le duché de Lorraine tombe alors, comme convenu, dans l'escarcelle royale. Stanislas avait cependant atteint l'âge de 87 ans, et Louis XV n'avait sans doute pas imaginé qu'il attendrait aussi longtemps le fruit de cette conquête pacifique. Bientôt, avec la Révolution, quelques territoires sont encore rattachés à la France, et en 1790, 4 départements sont créés, Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges. La Lorraine est donc sans conteste française, et la Moselle un département comme les autres jusqu'à la défaite de 1871. Jusque-là, nous n'avons pas encore parlé des Alsace-Lorraine. Après la capitulation française face aux Prussiens, en 1870, l'Alsace et une partie de la Lorraine deviendront allemandes. Le traité de Francfort, le 10 mai 1871, cède officiellement à l'Allemagne la majeure partie de l'Alsace, à l'exception de la région qui deviendra le territoire de Belfort, ainsi que le nord-est de la Lorraine correspondant à l'actuel département de la Moselle. La Meurthe-et-Moselle se constitue à partir des fragments de ces 2 départements laissés à la France, d'où sa forme assez particulière. Les territoires annexés constituent le Reichsland d'Elsace-Lothringen, terre impériale d'Alsace-Lorraine. Appellation donc quelque peu usurpée, mais politiquement et psychologiquement justifiée. Pour les vainqueurs, il était plus prestigieux d'avoir annexé 2 provinces. 47 ans plus tard, la reconquête des provinces perdues sera l'un des arguments utilisés par Clémenceau pour redonner du courage à nos troupes, enlisées dans l'enfer de la guerre des tranchées. La traité de Francfort donne aux habitants du nouveau Reichsland la possibilité d'opter pour la citoyenneté française. Ils ont jusqu'au 31 octobre 1872 pour se prononcer et quitter le pays, laissant derrière eux leurs biens, leurs amis. Quelques générations plus tard, l'annexion de fait par l'Allemagne nazie placera leurs descendants devant le même dilemme. À Metz, environ 20% de la population quitte la ville.
Nancy, en Meurthe-et-Moselle, n'est de ce fait pas annexée et voit sa population doubler rapidement. En 1911, l'Alsace-Lorraine allemande est dotée d'une constitution particulière. Les institutions qui la gouvernent sont inspirées du système allemand ou du système français. Le retour des provinces perdues à la France, en 1918, verra de ce fait le retour progressif du droit français, tout en conservant certaines dispositions jugées plus favorables aux populations, dans le domaine social en particulier. Au lendemain de la Première Guerre mondiale se constitue donc un droit local héritier à la fois de dispositions du droit français antérieures à la période de l'annexion et parfois abrogées, en France, pendant cette période. L'exemple le plus connu étant le concordat signé en 1801 entre Napoléon Bonaparte, alors premier consul, et le pape Pie VII, de dispositions applicables à l'ensemble de l'Empire allemand, ainsi que de dispositions propres à l'Alsace-Lorraine. À celles-ci s'ajouteront les dispositions françaises intervenues après 1918, applicables aux seuls 3 départements. Ce droit local, maintenu après 1945 et qui subsiste toujours, concerne des domaines aussi variés que le notariat, le régime foncier, les assurances sociales, la chasse, les associations, le droit du travail, la justice, les cultes. L'Alsace-Moselle désigne donc avec plus de justesse les 3 départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, autrefois appelée Alsace-Lorraine, mais n'a pas d'existence institutionnelle. Dans un contexte juridique, l'expression fait référence au droit local instauré en 1919. Plus largement, elle est le reflet d'un passé historique commun d'annexion subi à 2 reprises. Certains particularismes sont parfois cités en exemple, comme le régime d'assurance maladie qui n'est pas déficitaire, d'autres sont plus contestés comme la persistance du régime concordataire. Celui-ci, parmi d'autres dispositions, accorde aux représentants des 4 cultes reconnus, catholiques, protestants luthériens, réformés calvinistes, et depuis les 2 décrets promulgués par Napoléon Ier en mars 1808, israélites, des rémunérations identiques à celles des agents de la fonction publique. Les choses ayant changé en matière de pratiques religieuses, afin de supprimer des inégalités de traitement entre les cultes reconnus et non reconnus, ces derniers peuvent bénéficier également de certains avantages, par exemple fiscaux. L'enseignement religieux reste assuré au sein des écoles publiques, mais en être dispensé ne pose aucun problème. Jusqu'à présent, il n'a jamais été question de supprimer ce droit auquel les populations restent attachées, mais de plus en plus les textes votés aboutissent à des abrogations implicites du droit local. La mise en application de la réforme territoriale va sans doute accélérer ce mouvement. Au moment de son élaboration, les Alsaciens ont été les plus farouches défenseurs de leurs particularités, et les ventes de la spectaculaire coiffe du costume traditionnel n'ont jamais été aussi fortes. On a entendu moins de protestations de la part des Lorrains en général, ou des Mosellans en particulier. Reprenons le fil de l'histoire pour évoquer brièvement l'épisode le plus douloureux de ce passé commun à l'Alsace et à la Moselle. Leur annexion par l'Allemagne nazie, et mettre en garde contre une seconde confusion, d'autant plus répandue que ces faits s'éloignent dans le temps. L'Alsace et la Moselle annexées ne sont pas la France occupée. La vie quotidienne y est différente, marquée par une surveillance constante et omniprésente, policière, civile et militaire, et les actes de résistance, individuels ou plus organisés, ont longtemps été méconnus. Comment en est-on arrivé là ? Après la débâcle de 1940, la convention d'armistice signée le 22 juin 1940 à Rotonde partage le territoire français en une zone occupée par l'armée allemande et une zone dite « libre », séparée par une ligne de démarcation. Cela, chacun s'en souvient. Cependant, dans la zone occupée, on distinguera ensuite le Nord, les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais, rattachés au gouvernement allemand en Belgique, la zone interdite, le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique, et la zone réservée de l'Alsace et de la Moselle. Le sort de ce dernier territoire n'est précisé dans aucune clause de cette convention, et pourtant on assiste, le 25 juin 1940, à une annexion de fait qui rétablit la frontière de Francfort, celle de la précédente annexion, 10 mai 1871. Copyright KZ-Gedenkstätte Dachau, avec l'aimable autorisation de M. Bernd Nogli du Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Dès le début du conflit, l'évacuation de la zone frontalière d'Alsace et de Moselle avait été ordonnée, sur une dizaine de kilomètres de profondeur le long de la ligne Maginot,
ceinture fortifiée destinée à empêcher toute nouvelle invasion allemande. Ses habitants étaient partis en laissant derrière eux, dans cet exode, leurs maisons et leurs biens, pour gagner des départements du sud-ouest ou du centre comme les Charentes ou la Vienne. En Moselle, plus du tiers de la population avait dû être évacuée. En juillet 1940, les autorités allemandes organisent leur retour. Certains choisissent de ne pas rentrer, d'autres sont refoulés à la frontière, c'est le début d'une politique d'épuration des éléments jugés indésirables. La germanisation doit être rapide et immédiate, selon des plans déjà ébauchés au cours de la Première Guerre mondiale. Les nazis évitent de reconstituer l'Alsace-Lorraine. La Moselle est intégrée au Gau, région Westmark avec la Sarre et le Palatinat, l'Alsace au Gau de Baden-Alsace. Le 7 août 1940, Joseph Burkel est nommé par Hitler Gauleiter, chef de l'administration civile du Gau-Westmark. Les Gauleiters sont dotés des pleins pouvoirs, avec pour mission de germaniser les territoires qu'ils dirigent en l'espace de 10 ans. Wagner, Gauleiter du Baden-Alsace, se vantera d'y parvenir plus tôt. La germanisation passe d'abord par l'expulsion de tous les éléments jugés non germanisables, juifs, nord-africains, asiatiques, puis, plus largement, francophones et francophiles reconnus. Environ 100 000 Mosellans sont ainsi expulsés, spoliés et remplacés par des colons allemands. Pour ceux qui sont restés à chaque instant dans tous les domaines de la vie quotidienne, on s'aperçoit que l'on n'est plus en France. Il est interdit de parler français, la presse française, la monnaie et les timbres français disparaissent. Dès juillet, on germanise les enseignes des magasins et les plaques des rues, on voit fleurir de nombreux Adolf Hitler Strasse. Dès septembre, les noms propres, villes, villages, patronymes et prénoms sont eux aussi germanisés. Saint-Avold, la ville de mes parents, devient Sankt-Avo, la rue de la Carrière, Niedekstrasse, Westmark 18, et le prénom de mon père s'écrit Octave. On déboulonne les statues françaises, on supprime les associations existantes, on fait disparaître les ouvrages français des bibliothèques, rien ne doit rappeler la France. Mais les Gauleiter nommés par Hitler ne se contentent pas d'une intégration administrative et économique. Il faut que ces nouveaux territoires allemands deviennent des territoires nazis. Le parti s'implante et l'appareil policier et répressif se met en place, avec la redoutable Gestapo, Geheimstaatspolizei, police secrète d'État. Les organisations de masse prennent la place des associations dissoutes et embrigadent la population par âge, sexe et profession. En janvier 1941, un appel est lancé pour convaincre la jeunesse d'intégrer la Hitlerjugend, jeunesse hitlérienne. Le Rechtsarbeitsdienst, service du travail du Reich, introduit en avril 1941, est en fait une préparation militaire obligatoire pour jeunes filles et garçons de 17 à 25 ans. Une propagande active dans les écoles incite les jeunes filles à adhérer au Bund Deutscher Mädel, BDM. La population dans son ensemble est soumise aux restrictions, interdictions, obligations de toutes sortes. Quête pour le secours d'hiver, pour le front, rationnement. Pour fuir cette pression de plus en plus insupportable, 6700 Mosellans émigrent vers la France entre le 6 avril et le 3 mai 1941, sans argent ni bagages, comme le rappellera mon père, laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient. Ils avaient eu peu de temps pour décider. L'ordonnance de Burkel permettant en février 1941 à ceux qui se sentaient français de déposer une demande d'émigration, ne cachait-elle pas un piège ? Fuir le régime nazi sans être inquiété, n'était-ce pas trop beau pour être vrai ? Mais abandonner sa petite patrie, n'était-ce pas abandonner aussi toute résistance à l'envahisseur ? Il faudra attendre jusqu'au 16 mars pour que l'ordonnance soit publiée. Les optants, pour reprendre la formule de 1872, ont jusqu'au 22 mars pour s'inscrire, mais la foule des candidats au départ est telle que Burkel doit revenir sur sa proposition. Les quelques trains qui partent en avril et mai 1941 sont pris d'assaut. Pour ceux qui ne firent pas ce choix, ensuite ce sera trop tard. Le 4 août 1942, la Hitlerjugend, obligatoire en Allemagne depuis 1936, le devient aussi dans les territoires annexés. Enserrée dans ce maillage nazi, la majorité de la population refuse cependant de se soumettre. On continue de parler français, on évite de faire le salut nazi, on écoute les radios étrangères, Londres et la Suisse romande, certains vont jusqu'à hisser le drapeau français au sommet d'églises ou de mairies. Les mouvements de résistance plus organisés se structurent, comme l'Espoir français, à Metz puis le groupe Mario, qui comptera jusqu'à 3000 membres autour de l'instituteur syndicaliste et membre du Parti communiste, Jean Burger.
En juillet 1941, celui-ci s'était vu confier par le parti la responsabilité de la résistance en Moselle. Constitution de petits groupes de combat, dépôt d'armes, propagande, sabotage, aide aux prisonniers et aux réfractaires seront les multiples facettes de leur action. Mais combien de temps pourront-ils la poursuivre avant d'être repérés, dénoncés ? Tout acte de résistance en Moselle, territoire allemand, était de ce fait considéré comme un acte de trahison et puni comme tel. De plus, on ne peut nier que l'appareil de l'État et l'appareil policier aient pu bénéficier de complicité au sein de la population elle-même. Le pire restait cependant à venir. La campagne pour l'engagement volontaire s'étant soldée par un échec, le 9 août 1942 tombe la décision tant redoutée. Le décret d'incorporation dans la Wehrmacht des classes d'âge 1920 à 1924, rendu immédiatement applicable, 10 jours plus tard, par l'octroi de la nationalité allemande à l'ensemble des Mosellans. Des incidents éclatent lors des conseils de révision. Les malgré nous seront envoyés sur le front russe, dans les Balkans ou en Italie, et lorsqu'ils obtiennent une permission, beaucoup se cachent pour ne pas retourner combattre. D'autres cherchent par tous les moyens à échapper à l'incorporation. Les réfractaires attirent des représailles sur leurs familles, bientôt tenues elles aussi pour responsables. Prises en otage, elles seront transplantées à l'intérieur du Reich ou déportées dans les camps de concentration. Dans la forêt autour de Longeville, les Saint-Avold se constituent ainsi un maquis, et les prisonniers évadés, parmi lesquels un certain nombre de Russes, trouvent eux aussi refuge dans ces bois, où ils finiront par être capturés, déportés ou purement exécutés. L'aide à l'évasion des prisonniers, organisée par des passeurs, est, en raison de la situation géographique de la Moselle, un aspect important de la résistance. Celle-ci a donc un visage particulier, différent de ce qu'elle a pu être en France occupée. Et à mesure que la résistance se développe et s'organise, l'étau nazi se resserre et la répression se durcit. Les groupes sont anéantis les uns après les autres. Malgré toutes les précautions prises, Jean Burger est arrêté le 20 septembre 1943. Durant l'hiver 43 à 44, l'ensemble du groupe est démantelé. Le 15 décembre 43, les membres du groupe d'inspiration gaulliste d'Héran sont à leur tour arrêtés. J'ai beaucoup hésité à citer les mots écrits par mon père, barrés mais toujours lisibles, affirmant que ces chefs étaient très mal organisés. Certes, il y avait des listes de donateurs, mais elles avaient pour but d'aider les familles en cas de malheur, car on n'ignorait pas le danger, même si on n'en mesurait pas toute l'étendue. D'autre part, en 1943, l'Allemagne ne paraissait plus aussi invincible, et si elle était vaincue, ses traces montreraient qui avait été du bon côté. Imprudence pardonnable car même les plus brillants et les plus convaincus parmi les résistants n'étaient pas des James Bond. On ne leur avait pas enseigné toutes les techniques de la guerre secrète. On ne leur avait pas non plus fourni les moyens qui permettent, en tout dernier recours, de ne pas parler sous la torture. Malgré tout, j'ai plusieurs fois entendu mon père, dans les rares moments où il parlait de sa déportation, évoquer ce manque d'organisation. Pour moi, la sévérité de son jugement s'explique par le regret d'avoir été arrêté, fauché en plein élan, au moment où ses camarades et lui-même commençaient vraiment à voir les résultats de leur travail de sape. Sans doute aussi par la souffrance d'avoir, survivant du cauchemar de la déportation, perdu en route son meilleur ami. Copyright www.actualitix.com. Première partie, une histoire pleine de bruit et de fureur. Shakespeare, Macbeth Acte 5, Scène 5, Life, it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. La vie, c'est un récit plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. Choisir. J'aime les îles, l'océan, j'ai une maison non loin de la plage, derrière la dune, on ne voit pas la mer mais on l'entend. En face, c'est l'Amérique. Pourtant, je suis né à quelques kilomètres de la frontière allemande, dans ce que l'on appelait de manière impropre l'Alsace-Lorraine dans les champs patriotiques d'entre-deux-guerres. Tous mes ascendants ont leurs racines en Moselle, sauf ma grand-mère maternelle qui, elle, était originaire de Schiffweiler, en Sarre, Allemagne. Ce bout de France, les gens de l'intérieur, c'est-à-dire tout le reste du pays, le connaissent peu, les plus anciens en gardent parfois des souvenirs de services militaires, les autres y voient une région qui fut industrielle, aux paysages ponctués de terrils et de hauts fourneaux à présent éteints, au climat froid, beaucoup moins attractif que sa voisine l'Alsace.
Bien sûr, ce n'est pas que cela. Quant à ses relations avec l'Allemagne, elles sont maintenant apaisées, mais il n'y a pas si longtemps, ce fut une histoire compliquée, voire tragique, pleine de bruit et de fureur. Les changements vécus par ma famille en l'espace de plusieurs générations en sont un exemple, et la déportation de mon père, l'épisode le plus douloureux. Il ne reste plus beaucoup de témoins de ce passé, c'est pourquoi je vais m'efforcer de raconter ce que je sais et ce dont je me souviens. Ayant survécu à près de 2 années passées en camp de déportation, au fort de Keule, au Struthof, puis à Dachau, mon père, Octave Lang, a été décoré de la Légion d'honneur des années plus tard. Il enseignait alors les mathématiques au lycée de Saint-Avold. J'ai retrouvé parmi les papiers, je pourrais dire les reliques, conservées par ma mère, le texte de son discours de remerciement. Il répondait à l'allocution prononcée le 26 janvier 1963 par M. Jung, inspecteur d'académie et ami d'enfance, avec lequel il était toujours resté lié. Monsieur le proviseur. Monsieur le président. Madame. Monsieur Octave Lang. Mesdames, messieurs. Dans ce lycée de Saint-Avold, encore si jeune et déjà si apprécié, encore inachevé et déjà si utile, encore sans tradition sinon celle du mérite des maîtres ayant choisi de travailler longtemps dans un chantier, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer et féliciter le doyen d'âge et de service. Vous êtes en effet, Monsieur Octave Lang, et malgré les apparences, le professeur le plus âgé et le plus ancien de cet établissement, en même temps que vous êtes un ancien élève de la modeste école primaire supérieure, berceau du lycée, installé jadis dans le château d'Henriette de Lorraine. Ce poste de professeur vous fut confié peu avant la guerre, à un moment de l'évolution des temps où certains retardataires pouvaient encore croire que les imprévus de l'existence et les soubresauts de la vie avaient fait long feu, une fois obtenus les diplômes recherchés et achevé le service militaire. Certes, vous aviez un peu parcouru le monde, occupé quelques postes sur les bords de la Manche et de la Moselle. Mais le pays natal était votre milieu naturel véritable, et ayant pris femme déjà plein d'usage et de raison, vous vouliez vivre auprès des vôtres le reste de votre âge. En somme, et sous l'optique des temps qui allaient venir, on pouvait voir en vous, quand vous vous accordiez les plaisirs de la pêche à la ligne en récompense des copies corrigées, une manière de père tranquille. La tourmente imminente devait vous donner l'occasion de compléter l'image et de nous surprendre. Issu d'un village de l'extrême pointe mosellane connu pour son esprit frondeur comme pour son patriotisme farouche, issu d'une famille dont l'un des 6 fils avait déjà été sacrifié sur l'autel de la patrie, vous ne pouviez pas hésiter sur votre devoir à l'heure des choix décisifs. Sans rien savoir de vous alors, j'apprenais beaucoup de nouvelles de notre village, et dès l'automne 1940 l'écho m'était parvenu au Maroc de ce premier 14 juillet d'occupation célébré par la jeunesse de Welferding qui hissait au clocher une bannière tricolore sans compromis. Les tâches auxquelles vous vous destiniez en ces périodes de défiance universelle, en ces longs mois d'espoir et d'angoisse étaient moins téméraires mais plus efficaces, et nous autres, à l'abri loin des coups, nous avons mis longtemps à nous douter de l'intérêt de votre travail de termite et de son ampleur. Seule la sortie de la clandestinité nous fit comprendre d'un seul coup quel avait été votre rôle sur ce front intérieur. Mais à ce moment-là, vous étiez déjà paralysé et vous vous trouviez transporté dans un lieu d'expiation dont vous ne deviez pas revenir, dont vous n'auriez du reste pas eu la force physique de revenir seul, et dont vous avez avec tant d'autres gardé pour vous seul l'effrayant souvenir. Aujourd'hui nous avons tous renoué avec le passé d'antan, nous nous sommes retrouvés, lassés d'aventures, tout près du clocher de notre enfance, et je te convie mon cher Octave, à effacer à tout jamais le cauchemar tandis que je te remets la plus haute récompense de la nation au milieu de ta famille, de tes frères d'armes, de tes collègues et de tes amis. Je vais citer in extenso le discours de mon père en réponse à cette allocution, y compris quelques lignes barrées, sans doute politiquement incorrectes et peut-être injustes, car il permet de comprendre une réalité souvent méconnue. Devenir allemand après la défaite, on verra dans quelles conditions était une chose. Dans beaucoup de familles on avait déjà dans le passé changé de nationalité. La frontière du traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, avait été rétablie en juillet 1940 en dehors du droit international, et on savait parler la langue des vainqueurs. Devenir nazi en était une autre, mais l'un n'allant plus sans l'autre, bien des Mosellans ont payé ce refus de leur vie. Écoutons-le. Monsieur l'inspecteur, monsieur le maire, monsieur le colonel,
Monsieur le proviseur, Monsieur le président de l'Amicale des professeurs, Monsieur le président des déportés UNADIF, Monsieur le président de l'Amicale des déportés, chers collègues et chers camarades. Je remercie d'abord mon ami d'enfance, Monsieur l'inspecteur d'académie, d'avoir bien voulu accepter le parrainage et d'avoir ainsi rehaussé l'éclat de la petite fête. Mes remerciements vont aussi à Monsieur le proviseur, à Monsieur le censeur et à Monsieur Betch, le dévoué président de l'Amicale des professeurs, qui ont pris sur eux tout le travail de l'organisation de la cérémonie. Bien que très fier de porter cette décoration, je m'en sens en un certain point indigne, car si je ne m'étais pas fait prendre, j'aurais pu rendre beaucoup plus de service à la résistance et on ne m'aurait peut-être pas récompensé. Suivent ces mots barrés qu'il garda pour lui-même. Les chefs de notre réseau étaient très imprudents, ils sont tous morts en déportation, probablement après avoir trahi leurs camarades, mais qui peut leur en tenir rigueur? J'aimerais vous dire quelques souvenirs sur ce qui s'est passé ici entre 1939 et 1943. Mobilisé en août 1939 dans le 69e régiment d'infanterie de forteresse avec le grade de caporal, j'étais placé à la lisière de la forêt de Léling et responsable d'une mitrailleuse et de 5 mitrailleurs. Devant nous, la rivière Lagnier flanquée de bouts de rails enfoncés en terre comme des pieux servant d'obstacle anti-char. Pendant ce premier hiver de la drôle de guerre, j'ai creusé avec mes mitrailleurs un trou de 4 mètres de section et 3 mètres de profondeur dont l'utilité immédiate était de nous protéger du froid, et que le haut commandement appelait pompeusement casemate, et dont l'utilité lointaine était de nous protéger aussi contre d'éventuels obus de petit calibre. Ces positions que j'appellerais une sorte de camping étaient devenues tout à fait confortables, le printemps venu, quand il fallut les évacuer sans combat. Ici, un autre passage supprimé. Il n'y avait pas eu de bataille dans notre département à l'exception de Putelange et pourtant, pas une maison qui n'ait été totalement pillée et dévastée. Exactement un an après avoir été évacuée dans la Vienne et dans la Charente, la population est rentrée à Saint-Avold et dans les villages des environs où les vainqueurs avaient déjà mis en place une triple administration, militaire, civile et politique. Pour nous, la guerre était terminée, pas de perte d'êtres aimés, les familles se retrouvaient au complet, tout le monde se mit au travail pour se réinstaller aussi bien que possible. La France vaincue et humiliée ne faisait plus entendre sa voix, mais bientôt il s'avérait de plus en plus difficile de s'entendre avec les Allemands. Dès novembre 1940, toute la population francophone, depuis Folquemont jusqu'à Château-Salins, fut expulsée et s'est bien confiée à des nazis venus de Sarre ou du Palatinat. Pourtant, nous autres Lorrains, dont la langue maternelle était l'allemand, n'avions pas à nous plaindre matériellement. Les fonctionnaires étaient réintégrés, les commerçants approvisionnés, les cultivateurs n'avaient aucune peine à bien vendre leurs produits. Les dommages de guerre étaient offerts généreusement, en nature ou en espèces, il suffisait d'en faire la demande mais très peu se laissèrent tenter. En 1941, parut une ordonnance qui donna aux Lorrains la possibilité de quitter le pays avec leurs familles pour s'installer en zone non occupée. Mais ils ne pouvaient emporter ni argent ni bagages, et leurs biens furent déclarés biens ennemis et vendus à des fonctionnaires allemands. 3 instituteurs de Saint-Avold-sur-6 sont partis à ce moment-là, et parmi eux je peux voir dans l'assistance M. Muller-Olivier et M. Schilling, le distingué maire adjoint. C'était le premier grand mouvement de résistance, et il fallait aimer la France de toutes les fibres de son âme pour croire encore à la victoire, pour abandonner toute sa fortune à une époque où seule l'Angleterre s'opposait encore au colosse allemand. Avec l'entrée en guerre de la Russie, la résistance active et armée fut peu à peu organisée. La grande secousse fut l'incorporation de plusieurs classes dans la Wehrmacht. Tout le monde connaît l'histoire des réfractaires de Longeville, Bambiderstroff et autres localités héroïques. J'ai connu à Dachau un jeune déserteur de Loril et Metz, qui n'avait pas rejoint son corps après une permission. Son père fut arrêté à sa place et déporté. Le fils fut arrêté 15 jours plus tard mais le père ne fut pas relâché pour autant. La Gestapo poussa la délicatesse au point de veiller à ce que le père et le fils soient toujours ensemble dans le même camp, le même commando et la même chambrée. J'ai vu mourir le père après la libération par les Américains. Comme beaucoup d'autres, il n'avait plus la force de digérer une ration normale. La mort était notre compagnon journalier, mort violente sous les coups des capots, les pendaisons, les bombardements,
mort douce par la faim et l'épuisement. Souvent le matin au réveil, un dormeur ne bougeait plus. Il s'était éteint la nuit sans un geste, sans un râle. Ou bien dans la journée, pendant le déplacement ou au travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.